so down. Salut les terriens. Salut les terriens. Bienvenue dans les meilleurs moments de SLT saison 8. Et tout de suite, les meilleurs moments de la P1 de SLT saison 8. Mazarine Pinjot. Mazarine, bonsoir. Alors vous êtes professeure de philosophie, écrivaine, chroniqueuse télé, mais surtout championne du monde de cache-cache, puisque vous êtes restée cachée pendant 20 ans. Ouais. Vous savez que vous êtes loin devant Ben Laden, hein. Lui il a tenu 10 ans, vous 20 ans. Ah ouais, non mais je suis bien meilleure que C'est un Ben Laden, record ça, du c'est- monde. Hein. Yann Moix. Bonsoir. Vous publiez chez Grasset un livre dont on parle beaucoup, Naissance, un livre qui fait 1200 pages. Alessandra Sublet a fait un malaise. Aurel San et Gringe. Bonsoir. Vous êtes rappeur, vous êtes blanc. Est-ce que vous avez d'autres points communs avec Pierre Sarkozy? Mazarine Pinjot, bonsoir. Bonsoir. Alors, 2014 est une année très spéciale pour vous. En effet, vous allez à la fois fêter vos 40 ans, vos 30 ans et vos 20 ans. Vous êtes né en 74. Ouais. Vous avez été reconnu par votre père en 84 et révélé aux Français en 1994. Ça fait quoi d'être la seule petite fille au monde qui a joué à cache-cache qu'à 20 ans? Se cacher encore, il faudrait entendre ce que ça veut dire se cacher, parce que je me cachais pas. Enfin, je veux dire, j'avais pas la burqa non plus. Hein. Ouais. Mais ça entraîne un certain rapport au monde dont il est difficile de se débarrasser. La meilleure cachette, c'était quoi? Derrière les fesses de Michel Charras? Non, no Alors, comment. vous dites sérieusement, que cache-t-on? Soit un trésor, soit quelque chose de honteux. Moi, j'avais le double statut. Alors, c'est pas facile de devenir soi-même dans ces conditions, parce qu'on a envie de protéger ses parents, évidemment, puisqu'ils vous cachent. On n'a pas envie de déranger, on n'a pas envie de revendiquer, donc ça devient une seconde nature, finalement. Ouais, et après, c'est difficile de s'en débarrasser parce que comme c'est une seconde nature, Ouais. il y a tout un travail de mise à distance à faire pour retrouver un rapport normal et instinctif au monde, quoi. Et aux autres aussi, surtout. Quand vous étiez petite, si vous vous révoltiez, c'était un coup d'État, d'une certaine façon. Je l'avais associé un peu comme ça, c'est Ouais. vrai. C'est-à-dire que je voyais qu'il y avait quand même un lien, quelque part, entre une affaire d'État, bon, soyons modestes, n'exagérons rien, mais quand même, et la possibilité de faire une petite révolte adolescente. Donc il y avait cette responsabilité que j'ai très vite ressentie et que j'ai très vite endossée, ce qui fait qu'effectivement, je me suis beaucoup empêchée. Alors, quand vous étiez petite, heureusement, il y avait Hubert Védrine comme babysitter. Ouais, ça c'était super. Ouais. C'est quand il m'amenait des Pokémon et des bonbons à la fraise. Il s'occupait de vous, non, vraiment? Ouais, vraiment. Non, pardon, Hubert, non, c'est pas. Oh. Vous imaginez changer les couches Enfin, peut-être, hein, d'ailleurs. Ah, moi, je l'ai fait pour mes enfants. C'est vrai oui, oui. Alors, les bons moments, c'était Dallas avec papa. C'est vrai qu'il trouvait que JR était un peu trop sympa et pas assez machiavélique. Le plus drôle, c'est quand vous jouiez à Dallas, tous les deux. Bah ouais, ça nous arrivait. Le grand comédien. Vous m'avez trompé, JR. Je ne fais que ça. Vous êtes toujours rire. À cause de qui, je vous le demande? Peut-être de moi. Mais si vous m'étiez vous-même resté fidèle, je serais revenu à vous. C'est très émouvant de vous voir tous les deux comme ça. J'ai quand même loupé ma vocation de comédienne. Alors, votre mère, Anne Pinjot, la discrétion même, c'est pour ça que le livre de David Le Bailly, qui s'appelle La captive de Mitterrand, vous considérez ça comme un viol, non? Elle a décidé de ne pas apparaître. Donc par rapport à une décision aussi forte et aussi claire, je trouve que c'est quand même très violent que quelqu'un décide de passer outre. Et puis, il y a un autre viol, c'est Paris Match. Alors, votre père vous a prévenu par téléphone, je savais pas du tout. Ouais. Il vous a dit, prépare-toi. Ah bah oui, il m'a quand même prévenu, ouais. Ouais. Mais c'était la veille. Enfin, de toute façon, prépare-toi. Oui. Je me suis jamais imaginé le jour où ça se passerait. Ouais. Je pensais que ça pourrait continuer comme ça éternellement. À l'époque, vous avez acheté Paris Match pour en savoir plus sur vous. Ouais, non mais
Sans rigoler, c'est ça qu'on fait. Ouais. Enfin, c'est vrai que moi, ça m'est arrivé souvent de lire dans la presse des choses que je découvrais totalement sur moi, sur mon père, sur ma mère, et même plus souvent que l'inverse. Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes demandé des fois si François Mitterrand avait une troisième famille? Eh bien, je ne me le suis pas demandé, mais assez régulièrement, je reçois des lettres de demi-frères putatifs. C'est ça. On a une grande famille. Grande famille. Ouais. Bien, alors, vous publiez Les invasions quotidiennes chez Julliard. Alors là, vous changez de genre, hein. Alors, c'est ce qu'on appelle de la chick lit, hein. C'est de la... Chick, c'est la fille, lit, c'est la littérature. C'est un peu comme Bridget Jones, quoi, non? Ouais, on peut dire ça. En plus intello. Un peu plus intello. Bah, oui, le personnage est prof de philo, comme vous. Et puis alors, l'héroïne du bouquin rencontre un homme, et alors là, mes enfants, je ne suis plus qu'une bouche, des lèvres, une langue. Ah, c'est un très drôle de livre, ça. Ouais, mais c'est un livre érotique. Ah, très. Il y a du sexe, du rock'n'roll. C'est ça, c'est pas du tout Mazarine Pinjot comme on l'a imaginé. C'est une nouvelle Mazarine Pinjot, absolument, oui, absolument. Nous nous dévorons, nous nous collons. Non. Nous pénétrons. Non, non, attendez, Mazarine, moi-même j'étais choqué à certains passages. Ah, c'est choquant. C'est choquant. L'amour physique, franchement, l'amour physique, dégoûtant. Des fois c'est choquant. N'est-ce pas? Mais alors c'est bien, vous allez continuer, non, j'espère? Vous voulez dire dans la veine érotico-porno? Donc oui. Ouais, pourquoi pas, j'adore ça. Non, mais à 40 ans, à la fois on est assez mûr et on connaît son corps, il y a quelque chose d'assez épanoui chez une femme, mais c'est en même temps le moment où on peut se dire qu'on va commencer à décliner, qu'il y a une tripotée de jeunes filles de 25 ans qui arrivent sur le marché, et on commence à douter de soi, et c'est vrai que le corps est un lieu d'interrogation à cette époque-là de la vie, mais particulièrement parce qu'on le connaît très bien, et c'est le moment où il commence un peu à nous lâcher, où on a l'impression qu'on ne peut plus séduire. Et donc, non, mais tout ça pour dire que c'est précisément le moment où il faut commencer à s'occuper de soi. On n'a pas eu le temps, s'occuper des autres. Profitons d'avoir Yann Moix sous la main. On va faire une interview tir au pigeon. François Hollande. Un futur chômeur. Oui. Marine Le Pen. Le front bas national. Audrey Pulvar. Une paire de lunettes restée sur le carreau. Bernard-Henri Lévy. Un poète libyen. Bravo. Stéphane Guillon. Le salaire de l'aigreur. Laurent Delahousse. Je dirais que c'est Laurence Ferrari après l'opération. Laurence Ferrari. Eh bien, c'est Laurent Delahousse après la réopération. Éric Zemmour. Le Gargamel du Figaro. Laurent Ruquier. Bouvard, mais sans la grosse tête. Michel Houellebecq. Le Droupi des Partouzes. Ouais, c'est pas faux. Ariel Dombal. Avec Ariel, les chemises de BHL sont plus blanches. Bravo, bravo. Ah, il est bon, là. Nicolas Sarkozy. Un De Funès qui ne jouerait que dans Le Gendarme. Cyril Hanouna. Le téléachat du rire. Alessandra Sublet. Une laitue qui regarde sa feuille. Sophia Aram. Une ambulance qu'on a envie de tirer. Quel talent. Zaya. Un instrument avant. Nabila. Une téléphoniste arabe. Arnaud Montebourg. Alors, pour faire plaisir à Amanda, une phrase de Dali, tant d'arrivisme pour si peu d'arrivage. Oh là là. Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il adore les gens qui sont sans travail, sans famille, sans patrie, c'est donc Pétain à l'envers. Votre père. Une mauvaise rencontre. Votre mère. Un endroit dont il faut sortir le plus vite possible. Yann Moix. Un très grand écrivain doublé d'un très grand modeste. Bravo. Dans
Orelsan et Gringe, rebonsoir. Bonsoir. Alors Orelsan, on vous a connu avec ça. T'es juste bonne à te faire péter le rectum. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Voilà, bon, sale pute. Le scandale. Ségolène Royal a voulu vous faire déprogrammer des francopholies. Vous avez été soutenu par Frédéric Lefebvre. Être soutenu par Frédéric Lefebvre, pour un rappeur, c'est un peu la honte quand même. Horrible. C'était n'importe quoi. Alors, votre maman, qui était institutrice, elle en a pensé quoi? Elle vous a mis très bien ou passable? Forcément, elle écoute pas Sale pute tous les matins, mais il y a d'autres chansons à moi qu'elle aime bien. Alors, vous revenez dans les bacs avec un disque intitulé Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. C'est les noms des deux méchants dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est ça. Alors, l'album est un buddy movie qui raconte 24 heures de deux losers. Chaque morceau est une scène dans le film de cette journée. On regarde à quoi ça ressemble. C'était une journée comme les autres. Alors, on fait quoi ce matin? Je sais pas, mais il est 15h. Hein. Abattu par la fatigue d'avoir rien branlé. Le projet c'était de rien foutre et j'ai aucun plan B. Ils avaient décidé de peaufiner leur chef-d'œuvre. Scred, mais l'instrument fort, on saigne du nez. J'ai pas dormi, je vois la vie derrière des verres fumés. L'alcool me fait aucun effet, je vais me perfuser. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Je veux me faire sucer. Mais c'était sans compter sur leur producteur. Je reviens demain et je veux mon putain de single, ok? Ils allaient prendre leur destin en main. Comment j'ai faim? Oh putain, j'ai trop mal dans ici. Voilà, Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. C'est vachement bien, vraiment. Merci. C'est très autobiographique quand même, non? Ouais, carrément. C'est quoi, Gringe, le pire moment de cette époque-là? J'ai pas mal tendance à végéter et à m'installer là-dedans. Et ça a été ce truc d'oisiveté qui a un petit peu trop duré. À un moment, je me suis réveillé, les gens s'habillaient différemment. Là, j'ai loupé un truc. On habitait ensemble et des fois, j'ai des potes qui venaient à la maison, ils me disaient « Ouais, il fait quoi, Gringe? Il est en vacances et tout ?» Je disais « Bah non, il est dans sa chambre. » Et ils disaient « Mais ça fait 3 semaines qu'on vient et tout. » Il y avait une garde à vue, on appelait ça la garde à vue. On me laissait des pizzas sous la porte et je sortais pas de ma chambre. On se retrouve après la pub pour les meilleurs moments de la B2 de SLT saison 8. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens, re-bienvenue dans les meilleurs moments de SLT saison 8. Et on continue avec les meilleurs moments de la P2 de SLT saison 8. Stéphane Dion, rebonsoir. Ah là là, ça fait plaisir de te voir, tu sais. Ouais, moi aussi, vraiment. T'as changé quand même. Hein. Ouais, j'ai changé? Bah ouais, t'as pris. Ah oui. On a eu des bons moments. Hein. Ouais. Magnéto, Serge? Bonsoir. Je veux être un président normal, qui passe ses week-ends à Versailles, à 2 pas de Vélizy, des pauvres. De toute façon, elle va rebondir, hein. C'est une femme forte. Hein. À Le Poitou-Charentes, c'est une terrienne. Hein. Puis avec ses tenues blanches et rouges, elle va retrouver du travail chez Darty. Hein. J'ai pris la grosse tête, ce n'est un secret pour personne. J'ai une hypertrophie du moi. Et j'ai envie qu'on me flatte, qu'on me courtise et qu'on me flagorne. La gaujure, qu'est-ce que c'est, la gaujure? La gaujure, Thierry Ardisson, c'est être réactif. À l'étranger, séminaire, colloque international, quelles que soient les personnes qu'on croise, hôtesse, secrétaire, dame pipi, il faut être ferme. Avec Madame Merkel, on a humilié les Grecs, ces feignants, bouffeurs de feta et homosexuels. Puis après, on va mettre au pas les Italiens, ces macaronis gominés et tricheurs, qui nous ont fait perdre la Coupe du Monde, hein, souvenez-vous, Materazzi. Là, c'est énorme, Thierry. Gros dossier, très gros dossier. On touche au sublime. La ménagère est en extase, elle se caresse avec la télécommande, elle est ailleurs. Ce n'est pas un au revoir, c'est un adieu définitif. Ciao, Guido, Guido. Je vous demande de vous arrêter. Alors, tu me diras, avec l'argent que Canal a économisé après ton départ, ils ont racheté House of Cards et le foot anglais. Putain, c'est bien. C'est pas mal. Et si jamais un jour tu t'en vas, toi, qu'est-ce qu'ils vont s'offrir? T'imagines.
Ça va être quelque chose. Alors, Stéphane Sagement, si c'était à refaire. De partir d'ici. Mais je trouve que je suis très très bien remplacé. Ah. J'aime beaucoup. C'est vrai. On va faire une interview star by star. Alors, je vais poser ma première question, n'est-ce pas? Salut Richard, tu vas bien? Eh ben écoute, en ce moment, ça va plutôt très bien, ouais. Oui, oui. Et toi? Ah, moi aussi, moi, ça, je vais bien. Ouais. Maintenant que la pièce Nos femmes est un carton, ça te rendu pas de continuer à faire de la promo? Écoute, faire Salut les terriens, c'est quand même formidable. Cool. Oui, oui, oui. Au fait, tu crois que les gens viennent pour toi ou pour moi? Pour moi. À ton âge, t'es pas trop fatigué par la pièce Si. Mais avec ce que je prends avant, je suis en pleine forme. Mais toi, avec la mise en scène en plus et ton rein en moins, tu dois être crevé, non? Pas du tout. Alors franchement, je suis en pleine forme. Et puis t'as pu le constater, Daniel. Je suis en bien meilleure forme que toi, quand même, Oui, de manière générale. Tu as gardé un bon coup de rein, surtout. Voilà. Et toi, ta femme, Aude, on peut le dire quand même. Aude. Elle supporte cette vie Écoute, jusqu'à présent, oui. Elle sait que vivre avec une rockstar, c'est pas un truc simple. Et la tienne, elle ne t'épuise pas trop? Écoute, hier soir, si, un peu, je dois dire. Mais j'aime bien, moi, en fin de compte, ce genre de fatigue. Très bien. Si ça se passait mal avec nos femmes, tu crois qu'on pourrait finir ensemble, tous les deux? Eh bien, pas finir, commencer. C'est vrai. Tu préfères quoi chez moi? N'écoutez pas, Karine. Faut dire qu'on a passé les vacances ensemble, je t'ai vu en maillot de bain. Bon. Ton nez. Bravo. Tu aimerais qu'on remette ça tous les deux au théâtre? On peut le remettre où tu veux. Et j'ai une dernière petite question à te poser, c'est... tu l'aimes bien, toi, Ardisson? Mais je l'aime bien, mais il m'emmerde un peu avec ces questions. Quand même. Bravo. Charlie Lemain-du, bonsoir. Alors, vous êtes artiste capillaire et vous pratiquez la haute coiffure. Hein, on regarde. Voilà ce que fait. C'est magnifique. C'est magnifique. On continue. C'est la femme à barbe. Ouais, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut vous décrire comme le croisement de Jean-Louis David et d'un trip d'acide? À peu près, ouais. Alors, un artiste capillaire, qu'est-ce que c'est? C'est un coiffeur qui te fait rarement la coupe que tu as demandé. Hein. Enfin, il y a un avantage avec vous, c'est que quand les femmes reviennent de chez vous, leur mari s'aperçoit qu'elles viennent de chez le coiffeur. J'ai pas trop de clients, je préfère travailler sur la perruque, donc... Beaucoup de sculptures de cheveux. Perruque, Merkins aussi, perruque Ouais. pour le vagin. Ouais. Pour le vagin. C'est intéressant, ça. Ça existe. Vous avez fait une perruque en rat et en souris. Oui, lors de mon premier défilé, ouais. Mais quand vous sculptez les cheveux de Lady Gaga, vous parlez de quoi avec elle? La météo, des conneries comme ça? Ça va assez vite parce qu'elle est pas dans ma pièce quand je fais sa perruque, donc j'y vais, je la pose et je m'en vais. Alors, à l'âge de 3 ans, vous promeniez en perruque avec dans les le collants salon de de ma mère. coiffure de votre grand-mère à Castelnau de Médoc. Et à 6 ans, je coupais les cheveux et je rasais les cheveux de mes Barbie pour qu'elles ressemblent à des lesbiennes. Ah. Et ouais. À 13 ans, vous faites des mises en pli, fabriquez des perruques. Exactement. Et après, dès que j'ai eu 15 ans, je suis parti sur Berlin. Je suis parti dans des restaurants gays et des bars gays. Et les drag queens me laissaient faire leurs perruques. Et vous coiffiez les gens dans des boîtes de nuit. Ouais, voilà, exactement. Alors, à Berlin, vous faites la connaissance d'une chanteuse qui s'appelle Peaches. Oui, après, elle m'a présenté B-52s, un groupe avec qui je suis parti en tournée. Et c'est là d'où t'es parti, où j'ai bossé avec Gaga. Et... Voilà, Lady Gaga remarque votre travail pour Peaches. Et là, vous devenez quand même une star de la hype. Je bossais avec Lana Del Rey, Florence and the Machine. Ah ouais. Tout ça, donc oui. Alors, les perruques pour chatte, racontez-nous.
Ah, c'est intéressant. Chérie, je t'ai offert une perruque. Une perruque chatoyante. Chatoyante, absolument. Bonne vanne de Gilbert Collard. Alors, racontez-moi, qui met des perruques pour chatte? Ça existe depuis longtemps. En fait, ça a commencé à l'époque de Marie-Antoinette. Et c'était surtout pour toutes les prostituées, tout ça, qui avaient des maladies et qui voulaient cacher tout ça. Mais bon, après, c'est venu quelque chose d'assez esthétique et de plus joli. En fait, vous dites tout le temps que vous êtes inspiré par votre mère qui était drag king. Elle avait des poils sur les jambes, votre mère, c'est pour moi. Sous les bras aussi. Ça aussi, mais ça... non, elle se mettait en homme souvent, ouais. Du coup, ça m'inspirait, ouais. Elle avait une perruque? Non. Non. Vous faites aussi des perruques en poils pubiens, non? Ça se peut, mais c'est plus difficile. Ouais, enfin, les Merkin, j'ai fait en cheveux russes en général. Voilà, vous travaillez beaucoup le cheveu russe parce qu'il est de bonne qualité. Une bonne qualité. Alors que le cheveu indien, il est cassant quand même. Hein. Il n'est pas cassant, il est plus fort, il est plus épais. Pour le coup, pour les Merkin, ça peut être pas mal, ouais. Ah, quel bonheur! Didier, vous ne serez pas surpris que je vous fasse une interview anti-portrait bizarre. Alors Didier, super, je vais dire quelque chose qui fait vomir. Je sais pas, le sexe d'une femme qui vient d'accoucher ou le patrimoine du Vatican. J'hésite. Si vous étiez un monstre? Un monstre, oh, je sais pas, un monégasque travailleur social? Oui. Si vous étiez une voiture française? Bah, la seule qui tienne vraiment la route mécaniquement, à croire que c'est presque une erreur de fabrication, c'est la 205 XRD ou GRD, mais celle-là, on peut la pousser à 600 000. Ah ouais? Ouais, la diesel, hein, pas l'essence. Si vous étiez quelque chose de mou? Ouais, j'aurais envie de dire la gauche, mais c'est facile. Non, non, c'est bien. Ouais, bon. Ça me va. Si vous étiez un mot incompréhensible? Démocratie. Bravo. C'est bien, hein? C'est bien. Ouais. Vous pouvez applaudir, c'est bien. Non, non, c'est bien. Si vous étiez une odeur corporelle? Les dessous de bras, histoire de faire chier les petits. Si vous étiez un membre amputé? Je sais pas, il faudrait que je demande à des anciens motards. Oui. Vous étiez une greffe? La greffe des cheminots. Bon. Si vous étiez un mot qui fait peur? Je sais pas, allemand. Si vous étiez une raison de frapper un enfant? C'est pour son bien. Frédéric Mitterrand, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous vous souvenez, regardez. Oui. Bonsoir. Mais non, c'est vulgaire. Bonsoir. Bonsoir. Mais non, pas une petite voix de fossé, une voix un peu virile quand même. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Non, il vaut mieux dire bonjour, vraiment. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Cette émission est stupide. Je ne souvenais pas de ça, c'est drôle. Alors, c'est presque un peu comme dans la cage aux folles quand il lui apprend à tartiner sa biscotte. C'est la biscotte, effectivement. Alors, Frédéric, vous publiez chez Robert Laffont La Récréation, journal de bord et journal intime des 3 années que vous avez passées comme ministre de la Culture et de la Communication sous Nicolas Sarkozy. 3 ans en immersion au gouvernement, un peu comme Florence Aubenas quand elle va travailler avec des femmes de ménage, finalement. Oui, mais c'est une référence qui est tout à fait exacte, parce qu'en vérité, c'est un livre que j'ai lu juste au début, qui m'a beaucoup frappé, et j'ai trouvé que le ton qu'elle avait était absolument génial, voilà. Alors, le livre fait 700 pages. Oui. Je ne pensais pas qu'il y avait autant à dire sur votre message du gouvernement. Mais si, en fait, il faisait 1500 pages au départ. Ah oui, j'ai coupé la moitié, oui, vous voyez. C'est marrant quand même tous ces livres d'anciens ministres qui nous disent qu'en fait, ils n'ont rien foutu quand ils étaient au gouvernement. Ah oui, oui. Enfin, moi, je ne dis pas vraiment ça. Hein. Je dis que j'ai fait pas mal de choses. Mais simplement, je voulais raconter ma propre expérience dans le milieu du monde politique, comme j'aurais fait si j'avais été chez les chauffeurs de taxi ou les chanteurs d'opéra. Voilà. C'est un peu Tintin dans le monde de la politique. Oui. Ou Rantanplan, quelquefois aussi. Pendant 3 ans, Frédéric, vous avez été le André Malraux de Nicolas Sarkozy. Oh non, c'est une vanne, c'est une vanne. Dans le milieu avec Thierry, c'est qu'on ne sait jamais. Oui.
Alors, vous avez quand même été ministre de la Culture du président qui disait Roland Barthès au lieu de Roland Barthes, quand même. Mais j'ai jamais entendu dire ça. J'ai l'audition sélective. Oui. Alors, c'est vrai, sérieusement, qu'il voulait que les cendres de Claude François soient transportées au Panthéon. Oui, et d'ailleurs, il avait envisagé aussi de sponsoriser, de parrainer l'entrée de Thierry Ardisson à l'Académie française. Ah ben ça, oui. C'est déjà moins étonnant. Et ça, on a failli arriver, hein. On a failli arriver. Alors, vous avez distribué pas mal de Légions d'honneur. Pourquoi une Légion d'honneur à Daniela Lombroso, par exemple? Non mais elle l'avait eu avant. Avant que je n'arrive. Il y a un truc qui est très marrant, c'est que votre vrai problème, en fait, c'était votre maladresse avec les seins des filles quand il fallait épingler les décorations. Bah oui, c'est toujours compliqué, oui. Ouais. Voilà. Vous n'avez pas l'habitude. On a toujours peur de les piquer. Bah oui, c'est ça. Et là, si on met là, on pique. Si on met au milieu, bah, il faut aller rechercher la médaille après. C'est compliqué aussi. Terrible. Oui. Je n'avais pas géré ça. Alors, dans ce livre, vous affirmez avoir été frappé par la beauté physique de François Fillon, mais aussi du député Franck Riester, Jérôme Cahuzac, Laurent Wauquiez, Manuel Valls. Oui. En tous les cas, votre livre est très différent de celui d'Henri Guénaud. Hein, c'est pas exactement dans le même domaine. Pareil, oui, voilà. C'est pas pareil. Oui. Et Poutine, vous le comparez à Daniel Gregg. Ah bah oui, quand il sort de sa voiture, de sa Maybach, super blindée, etc., il ressemble à Daniel Craig. C'est incroyable. Michel, vous êtes intéressé par ce décryptage de la vie politique par Frédéric Mitterrand? Pas forcément. Le petit cul de Laurent Wauquiez, ça vous... Non, je parle pas du petit cul de Laurent Wauquiez. Ça me donne pas envie d'adhérer à l'UMP, non, pas du tout. Non, je crois que l'agriculture n'a pas besoin de ministre, mais bon, il y a des ministres de la culture, il faut faire avec. Ouais. Voilà, oui. Alors Bruno, on va voir tout de suite où vous vous situez sur l'échiquier politique. On va faire une interview. Je suis de droite, mais... Alors Bruno, vous terminez mes phrases. Hein. Je suis de droite, mais je suis contre... Le cumul des mandats. Je suis de droite, mais je n'ai jamais été d'accord avec... Je dirais le débat sur l'identité nationale. Parce que ça conduit finalement à montrer du doigt des populations pour rien. Français, on est fiers de l'être, on l'assume, on en est heureux. Pas besoin d'en débattre pendant des heures. Je suis de droite, mais Jean-François Copé... L'est aussi. Je suis de droite, mais faut reconnaître que François Hollande... a eu raison de reconnaître que la France avait un problème d'offre, que c'est les entreprises qui créent des emplois. Je suis de droite, mais l'économie de marché... a besoin de règles. Je suis de droite, mais j'aime bien les chansons de... de Dalida. C'est pas... Eh oui, qui était l'égérie de François Mitterrand. Il venait d'avoir 18 ans. Ça vous plaît, ça? Il était beau comme un enfant. Ah non, il faut imiter Dalida. Fort comme un marche pas. Oui, il imite très mais bien j'ai pas Chirac. l'accent, oui. Muriel va faire l'accent. Je suis de droite, mais si Nicolas Sarkozy... m'invite à un spectacle de Carla Bruni, ben j'accepterai avec plaisir. Je suis de droite, mais en 2017... Bien, même si c'est la gauche qui est au pouvoir, je souhaite qu'en 2017, la France aille beaucoup, beaucoup mieux. Bravo. On passe maintenant au dossier de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris Match, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, on parle du pape François, élu personnalité de l'année 2013 par Time Magazine. Et on se demande, et si on avait un pape vraiment chrétien ? Avec François, l'Église catholique est-elle enfin dirigée par un pape vraiment chrétien? C'est bien connu, l'habit ne fait pas le moine. N'empêche, le nouveau pape a renoncé à la croix en or, aux mules en cuir rouge, à la cape en velours que portait Benoît XVI. Il a aussi laissé tomber les grosses berlines allemandes pour une voiture plus modeste. Ce style nouveau, c'est le symbole de sa priorité. L'Église doit être du côté des pauvres. Dans ses homélies, il dénonce la tyrannie des marchés, le fétichisme de l'argent, et il affirme prier tous les jours pour que les chefs d'État se soucient vraiment des pauvres. Pour montrer l'exemple, il s'est même rendu à Lampedusa pour encourager l'Europe à accueillir les immigrés plutôt que de les laisser se noyer. Si cette manière d'être séduit les profanes, elle n'est pas forcément du goût de tout le monde. Alors qu'en France, 79% des catholiques ont voté Sarkozy,
Le pape François, lui, déclare qu'il n'a jamais été de droite. Un coup de main de prolétaire, curé. Alors qu'en France, de nombreux catholiques ont manifesté contre le mariage gay, François affirme que l'Église aurait tort de se focaliser uniquement sur les questions de l'avortement, du mariage homosexuel ou de la contraception. François est bien sûr contre l'avortement, mais il veut surtout être fidèle au message des évangiles. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Benoît XVI était obsédé par l'idée de se réconcilier avec les intégristes pour les ramener dans le rang. François, au contraire, affirme qu'un religieux qui est convaincu d'avoir toujours raison n'est qu'un faux prophète qui utilise la religion à son profit. Mais ce n'est pas tout. François a aussi prévu de réformer le fonctionnement hyper centralisé de l'Église catholique en demandant désormais l'avis des évêques du monde entier pour toutes les décisions importantes. À force de vouloir tout changer, François risque de se faire beaucoup d'ennemis au sein même de l'Église. Pourtant, être près des pauvres, comme Jésus, prêcher l'amour, comme Jésus, c'est la moindre des choses quand on est pape. Sauf qu'à la fin, Jésus a été assassiné. Alors ce serait dommage qu'à force de vouloir tout faire comme Jésus, il arrive la même chose à François. C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Caroline Pigozzi, bonsoir. Vous êtes grand reporter à Paris Match, spécialiste des religions sur Europe 1. Vous venez de publier avec Henri Madelin chez Plon un livre qui s'appelle « Ainsi fait-il ». Bienvenue parmi nous. Alors, Caroline Pigozzi, donc vous racontez dans votre livre comment, dès le départ, le pape François a voulu bousculer les codes. Dès les premiers instants, il s'assoit au milieu des cardinaux et pas sur la chaise papale. Sa première messe, il ne l'a fait pas au Vatican, il l'a fait à Sant'Anna. Il ne vit pas au Vatican, il vit à Santa Marta. Il a de l'humour. Quand il a été nommé, il a dit « J'aurais pu m'appeler Clément XV pour nous venger de Clément XIV qui a supprimé la Compagnie de Jésus. » Donc, il fait des vannes. Enfin, c'est des vannes de pape, hein, mais... Non, mais c'est une vanne quand même. Mais ça a plus de chic. C'est une vanne de pape. Bah, oui. Qu'est-ce que t'as Alors, une vanne de pape? en plus de ça, il n'est pas mondain. Il y avait un concert de musique classique pour l'année de la foi. Il a posé un lapin, il n'y est pas allé. Il en a rien à foutre. Enfin, il veut être le pape de l'ère démocratique, c'est ça, non? Exactement, Bah, oui. Et alors, il a une chose, avant d'être pape, il s'habillait comme vous. Les papes s'habillent comme moi. Voilà. Il est assez formidable. Bah oui, même Gassio le trouve sympa. C'est un peu inquiétant pour deux choses. D'abord, la dernière fois qu'un pape s'en est pris à la politique, oui, il a fait tomber le communisme. Donc celui-là, comme il aime les pauvres et qu'il est contre les marchés, va peut-être faire tomber le libéralisme. L'autre mauvaise nouvelle, c'est que celui qui s'appelait Jean-Paul Ier, lui, il a fait un mois. Hein. Oui, 33 jours, il a déjà dépassé. Là. Ils lui ont donné une tisane à Jean. Oui, une mauvaise tisane. Ouais, c'est un mec qui est arrivé qui a dit « Je vais donner le Vatican aux pauvres ». Les autres se sont dit... oui. Mais ce pape-là, il est assez malin parce qu'il ne déjeune et il ne dîne jamais seul. Parce que, comme vous pouvez deviner, c'est plus difficile d'empoisonner 7 personnes qu'une seule. Et alors, en plus, il va au self. Le pape va au self. De Santa Marta, oui. Mamma mi piace questo papa. Tu sais ce qu'il a fait, le pape? Il est retourné à Santa Marta, parce que pendant le conclave, ils habitent tous à Santa Marta. Il est retourné en bus. Alors qu'il y avait une caisse sublime. C'est un mec génial. Moi, je connais son mec. Arrête tes conneries. Arrête. Non, mais attendez, la vérité quand même, c'est que le procureur adjoint de la région Calabre a dit que le pape était dans le viseur de la mafia calabraise. Oui, j'ai lu dans votre bouquin. Oui, mais alors déjà, quand on le dit, c'est moins dangereux, parce que si on le dit, bon. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il dénonce beaucoup de choses. À force de dénoncer, on se fait un ennemi par semaine. Bah, ouais. Alors, comme il y a 52 semaines, ça fait au moins 52 ennemis importants. Alors, vous le trouvez comment, franchement? Moi, je pense que c'est très important, ce qui est en train de se passer. Même au Vatican, on veut du changement. Je pense que c'est assez positif, en fait. Non, mais voyez, par exemple, sur l'avortement, la contraception, l'homosexualité, il va pas être pour. On ne peut pas demander au pape d'être pour. Mais il n'est pas obsédé par ça. Il aime les gens. Il sait très bien que quand on se fait avorter, c'est pas de gaieté de cœur. Je veux dire, bon, voilà. Il a été dans la vie. C'est un pape qui n'a pas été dans la naphtaline, qui est beaucoup plus intellectuel qu'on croit, malgré tout, parce que les jésuites, ils font entre 11 et 13 ans d'études, mais il a été dans la vie sur le terrain. Vous êtes allé en Argentine. Oui, vous avez rencontré tous les gens qu'il connaissait. D'où il venait, où il était, où il vivait, qui il voyait. Ça me semblait impossible. Vu d'Europe, quand il a dit « Je suis un pape venu presque du bout du monde », je me suis dit « C'est pas possible de rester en Europe ». Très copain avec le grand rabbin de Buenos Aires. Hein, très pote. Abraham Skorka, ils sont très amis. Voilà. Et alors, en plus, le pape est gentil parce que quand il va le voir, c'est le pape qui mange cachère. Ah oui, c'est bien.
Putain, il est top, le mec. Il mange même des cookies cachers. J'ai pas compris ce que c'était, mais il m'a dit qu'il lui offrait des cookies cachers. Il n'y a pas de porc dedans. Comment tu le trouves, alors? Je trouve qu'il est, il est proche des textes, les premiers, quoi. Avant que la religion soit récupérée par des textes et des gens, quand on regarde les paroles de Jésus ou du Bouddha, il est proche de ça, quoi. Enfin, c'est-à-dire aider son prochain, aimer son prochain, être près des pauvres. Et ne pas juger, parce que souvent les gens... Bah oui. Et comme ils ne jugent pas, du coup, les gens au Vatican sont beaucoup plus souriants. Il n'y a pas cette espèce de pesanteur. Comme ça, on ne se sent pas pris à la gorge dès qu'on est un peu de travers, quoi. Jean, comment tu le trouves, alors? Il est top, mais moi je suis inquiet au niveau du sel, j'ai pas envie qu'il se fasse empoisonner. Je crois que je vais proposer mes services de cuisine. Après Robert De Niro, le pape François. Non mais il est trop fort. Le jour où il fera la bouffe du pape François, mon pote. Les cookies. C'est que je dois faire une bouteille de Châteauneuf du Pape. Personne n'avait eu l'idée avant. Est-ce que vous pensez que ça peut remplir les églises à nouveau? Oui. Oui. Oui, je pense. Parce que les jeunes sont intéressés, parce que quand on va place Saint-Pierre, c'est impressionnant. Il y a du monde jusqu'à la Via della Conciliazione, parce que les gens sont décomplexés par ce pape. Il y a un scoop, c'est qu'il sortirait la nuit dans Rome. J'y crois pas, moi. Comme dans les souliers de Saint-Pierre ou Habemus Papam. Mais c'est trop romanesque, c'est trop joli pour être vrai. C'est extrêmement compliqué parce que la sécurité, la gendarmerie vaticane, Domenico Gianni est mort de peur, donc il ne poussera pas. Et le pape est gentil, c'est-à-dire ce qu'il faisait avant quand il était cardinal. Il ne veut pas mettre les autres en difficulté. Vous imaginez? Si la mafia calabraise le kidnappe et demande une rançon, vous imaginez le coup? Non, mais c'est pour ça qu'il ne veut pas mettre les autres en difficulté. Il en rêverait, bien sûr. Chrétien. Comment? 1 euro par chrétien. Tu te fais de la thune, mon pote. Ah, c'est bon. C'est mieux qu'1 euro par socialiste. Bon. Alors, donc vous y croyez pas, donc il va se balader la nuit dans Rome. J'y crois pas. J'adorerais que ça soit vrai parce qu'en étant journaliste, c'est du caviar pour un journaliste. Je me mettrais dans une trattoria et j'attendrais de le voir arriver, je lui proposerais un café. Mais je n'y crois pas, malheureusement. Alors, deuxième scoop, il a été videur de boîte de nuit à Cordoba pendant ses études de chimie. Puis une boîte de nuit pourrie, en plus. C'est lui qui l'a dit, je crois que ça, c'est tout à fait possible, oui. Ouais. Oui. Un pape qui était videur de boîte de nuit, excuse-moi, moi ça me rend encore plus sympathique. Je peux faire de la politique en ayant vendu de la drogue, hein. Pas de problème, vraiment, il n'a rien. Un tout petit peu, c'est de merde. Delphine, ça signifie quoi pour vous aujourd'hui, la religion catholique? Je suis athée, mais en même temps, pour moi, la laïcité, c'est le respect de toutes les croyances. C'est quelque chose qui protège à la fois le fait de ne pas croire, mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, le fait de croire. Et que voilà, les choses sont séparées. Je pense que c'est bien comme ça. Alors Bruno, vous savez qu'on peut être chrétien sans croire en Dieu, parce que le message du Christ, il marche même si on ne croit pas en Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Mais Dieu est une hypothèse. Oui. C'est tout. Après, le comportement, lui, il est factuel. Voilà. Si le comportement que l'on a est tourné vers les autres, sans trop faire de mal, on se débrouille comme on peut, c'est pas toujours simple, mais si on est ouvert aux autres, si on est tolérant, et qu'on appelle ça chrétien, musulman, juif, bouddhiste, peu importe, moi ça me va. Quand c'est des dogmes comme ça très durs, ça fait plus de mal que de bien. Donc je suis pas d'accord. Donc vous croyez pas en Dieu, mais vous appréciez ce pape. Le seul point de désaccord avec le pape, c'est ça, pour l'instant, c'est que moi je crois pas en Dieu. C'est que Dieu n'existe pas, c'est un léger point d'achoppement. Comment vous le savez? C'est lui qui me l'a dit. Ah. Ce qui doit peut-être préoccuper les responsables politiques, c'est quand les gens vont chercher dans la religion l'espérance que la politique n'arrive pas. Que François Hollande n'arrive plus à leur donner. Vous savez ce qu'on dit au Vatican? Quelle est la similitude entre le pape François et François Hollande? Il s'appelle François, ils ne sont pas mariés et ils croient tous les deux au miracle. C'est le mot de la fin. Parfait. On se retrouve après la pub pour les meilleurs moments de la P3 de SLT saison 8. À tout de suite. Bonsoir les terriens, bonsoir les terriens, et bienvenue dans les meilleurs moments de SLT saison 8. Dans un instant, le meilleur de Gaspard Proust, mais d'abord, le zapping. C'était le zapping et maintenant voici les meilleurs moments de Gaspard Proust dans SLT saison 8.
Ouais, ça fait du bien. En plus, on est, moi aussi, je me sens pas mal. Là. Non, c'est vrai. C'est aujourd'hui dans le métro, là, je me suis fait un petit plaisir. J'ai piqué un portefeuille à un Rome. Ah. Alors, c'est pas le plus important. Le plus important en ce moment, c'est l'Algérie. Ouais. Et parce que maintenant, ça va, quoi. Ça va. Moi, j'en ai assez de voir Bouteflika stigmatisé, moqué à longueur de journée. Le mec, il est pudique, il est pudique. Parce qu'il va pas caresser le cul des moutons, ça y est, c'est un légume. Moi, j'ai habité 12 ans en Algérie, c'est un beau pays, et j'en ai assez de ces préjugés, parce que on pourrait pas être un peu fier de la médecine française. Enfin, depuis qu'il s'est fait soigner en France, le mec, il a même plus besoin de se montrer. Il est là. On a quand même les meilleurs thanatopracteurs du monde, quoi, je veux dire. Enfin, chez moi, j'ai acheté un renard empaillé. C'est mon côté nature et découverte, et on regardait la télé tranquille. Le renard, il a vu Bouteflika, il était jaloux. Vous savez, c'est que ça. Non, l'Algérie, c'est un vrai pays, c'est un pays jeune. 70% de la population qui a moins de 30 ans. Et moi, je pense que l'Algérie, elle a besoin d'un mec d'expérience. On est d'accord. Bouteflika, il a quand même connu la grand-mère de Giscard. Qui connaît vraiment Abdelaziz? Qui sait encore que, lors de la Commune de Paris, il était estafette sur les barricades? Bouteflika, c'est un destin. Moi, à l'âge de 10 ans, lorsque le dé d'Alger donne les clés du pays à la France, Abdelaziz s'enfuit à Paris, où très vite, il ouvre une gargote place des Vosges. Intime de Zola, nègre de Victor Hugo, il est introduit dans le showbiz de l'époque où Abdelaziz se fait rapidement appeler Zizi Pop. Là, il fait la teuf avec Rodin, il se bat avec Puccini, il fait un gosse à Sarah Bernard, puis s'enfuit avec Arthur Rimbaud à Ibiza pour mettre au point les rimes riches et la cocotte minute. Ça, vraiment. Et là, c'est rien, c'est encore rien. Hein. La guerre éclate, ça va le révéler définitivement. Qui se souvient encore que c'est lui qui a soufflé l'idée des taxis de la Marne à Joffre? Moi, je revois la scène, tu sais, dans le taxi, Joffre qui dit « Allez, au front !» L'autre qui dit « Ouh, vous avez un itinéraire préféré ou quoi ?» Joffre « Non !» Et Boutef qui répond « Je crois que c'est mieux, on passe par la Marne. » Putain de génie tactique, quoi. 20 ans plus tard, c'est toujours le même qui sautera d'un ULM. Je rappelle qu'il a 150 ans à l'époque. Sautera sur les plages de Normandie, libère Calais, Le Havre, Toulouse, Nouakchott, le rayon death metal du Virgin Megastore avant de sauter sur un Vélib, foncer vers Stalingrad, prendre les Allemands en revers. Putain, ça c'est un mec, quoi. Jamais il s'arrête. La guerre est finie, mais Boutef, il s'emmerde, alors il agit. Après avoir traversé 3 fois l'Atlantique à la nage, en marche arrière et en apnée, et descendu la face nord de l'Everest en bobsleigh, il enchaîne 7 fois, il gagne le Tour de France. Devant Louison Bobet, Raymond Poulidor, Lance Armstrong, à qui il piquera le maillot jaune, et grand seigneur, et lui filera la djellaba de son pote d'enfance, Laurence d'Arabie. Et ça, parce que Boutef, c'était pas un aventurier, c'était un intellectuel, monsieur. En 1906, au concours Lépine, dans la foulée du dépôt de 3 brevets, dont un pour le deltaplane, le trombone à coulisses et le fil à couper le céleri rave, il invente la fibre optique, le modem, la Freebox. C'est encore trop tôt. Ils fondent Google, Apple et une chaîne de fast-food spécialisée dans les cupcakes. Activités qui lui laisseront quand même le temps de pratiquer sa passion. Ses arrangements musicaux pour Stevie Wonder, les Clash et les Pet Shop Boys. Alors quand je vois les jeunes cons là, accrochés à leur PlayStation, quand ils ont la chance d'avoir à la tête de leur pays un mec qui a fait sauter sur ses genoux Haroun Taziev. Ouais. L'Algérie. Pardon. Alors, cocasse, un Iranien condamné à mort survit à sa pendaison. Alors, non, c'est vrai, à la morgue, il paraît qu'il respirait encore. Alors, non, ce qui est inquiétant, je veux dire, ça fait 40 ans que l'Occident se fait menacer par un pays qui ne sait pas faire un nœud coulant. Oui. D'hiver, à Nice, une jeune femme tombe par la fenêtre en cherchant du réseau Wi-Fi. Bah, bah, je sais pas, enfin, elle a pas beaucoup rigolé, hein, franchement. Enfin, au moins, on s'explique mieux les types qui sont morts chez France Télécom, parce que... International, Ukraine. Alors, pendant ce temps, en Ukraine, tout le monde... Pourtant, ça flambe à petit feu, hein. Ça, c'est la cuisine de Poutine, quoi. Lui, c'est plus le gigot de 7 heures que la Saint-Jacques flambée. C'est vraiment... On allume, on laisse, puis ça monte, ça monte, ça monte. Il paraît que la France a envoyé 5 bateaux en mer Noire pour impressionner. Ouais. On a envoyé la frégate Alizé, la frégate Duplex, le ravitailleur Var. Alors, c'est pas seul, hein. Il s'est encadré par Guinguette,
C'est une péniche nucléaire qui dispose d'une arme redoutable, le clone de Régine, tu l'allumes... Et l'insubmersible, c'est un pédalo de 3e génération. C'est un engin diabolique, ça déstabilise l'ennemi de loin, parce que quand il flotte, même quand il flotte, t'as l'impression qu'il coule. Alors les gens s'approchent et bam. Il paraît que les mecs ont même des jumelles au cas où le radar tomberait en panne, quoi, tu vois. Bonne nouvelle, parce qu'il faut quand même terminer sur le touche positive, bien entendu. Bah, bien sûr. L'Allemagne a explosé les chiffres du commerce extérieur. Au même moment, François Hollande décide de faire entrer 5 résistants au Panthéon. Ah ouais. On se mange comme on peut. Alors, pas belle la vie? C'était le meilleur de Gaspard Proust. On continue avec les meilleurs moments de la P3 de SLT saison 8. Lucienne Moreau, rebonsoir. Alors, vous êtes née le 17 février 1933 à Rénazé, en Mayenne. Vos parents étaient paysans. Et chez les Moreau, comme chez les Ingalls, tous les enfants mettent la main à la pâte pour faire tourner la ferme. Oui, tout à fait. Vous dites, on était pauvres, mais heureux. Ah oui, ça, on était heureux. Alors, en 1939, vous avez 6 ans, et c'est la guerre. Mais votre père, Alphonse Moreau, gloire lui soit rendue, il cache des gens, il nourrit des gens, Oui, mais jamais de marché noir. jamais. On rendait service, c'est tout. Voilà. Alors, au certificat d'études, dans votre canton, vous êtes 4e sur 200. Oui. C'est bien. Oui. Vous voulez devenir professeur. Bah, j'aurais aimé, mais nous, on était nombreux et tout. Ma mère étant restée seule, il fallait qu'on travaille, quoi. Ouais. Voilà. Vous vous mariez à 19 ans, et là, vous ouvrez une épicerie, Oui, et vous ouvrez un bar à Laval. à Laval. Mais dites-moi, vous faites 1m52, vous? Oui. Quand il y avait de la baston dans le bar, là, vous faisiez comment, alors? Ah, bah, moi, j'étais énergique, hein. Ah ouais, vous sortiez les gens? Tout à fait. Avec votre 1m52, quoi. Oui, oui. La grandeur ne veut pas dire grand-chose. Alors ensuite, vous partez vous installer à Lille, vous travaillez dans le textile, mais là, les entreprises ferment. C'est-à-dire, Ben oui, déjà, à cette époque-là, ça commençait à... ça commençait à aller mal, là. Voilà. Et là, vous devenez infirmière, en fait. Et alors, ça marche très bien pour vous, parce que quand vous êtes infirmière, votre sympathie et votre sens de l'humour fonctionnent très bien. Oui. Hein. Il y a une bonne femme qui s'appelle Madame Menu. C'est une grosse. Oui, je lui ai dit que son nom ne lui convenait pas. Et puis, le 1er mai 1987, vous prenez votre retraite. Oui. Et là, vous découvrez que vous avez 800 € par mois. Ça va pas chercher loin, quoi. C'est un sale moment, ça. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec 800 € par mois? Rien. Pas grand-chose. Alors là, vous faites des ménages. Oui, je garde des enfants. Voilà. Et puis c'est là, entre deux, que j'ai téléphoné à cette annonce-là. Pour... Et voilà. Un jour, il y a une petite annonce d'un journal, recherche figuration. Voilà. À l'époque, c'est pour l'ouverture de la ligne du RER E. Ouais. Vous avez 67 ans à l'époque. Hein. Oui. Et vous dites, c'est marrant ce boulot, on est payé pour s'amuser, quoi. Oui, pour moi, c'était ça par rapport au travail que j'ai fait avant. Bien sûr. Alors là, vous êtes repéré par nos amis de Groland, Oui. de Canal+, et vous dites, pourquoi pas, à une condition, c'est que vous refusez le nudisme, Lucienne. Ah oui. Bah oui. C'est dommage, mais bon, voilà. Et là, c'est le début de la célébrité. De 2010 à 2012, le petit journal de Yann Barthès et Laurent Bon ne jure que par vous. Ah oui. Là, donc, vous êtes une vedette, vous passez vos soirées avec Jean-Paul Gaultier. Ah bah, Il est sympa, Jean-Paul. trop. Ah oui, vraiment. Il est sympa. Chouette. Ouais. Il vous a pas encore fait défiler, mais... Bah, ça va venir, ça va Ouais, venir. je pense. Je pense que vous allez défiler pour Jean-Paul. C'est normal. Après Naomi Campbell. Et puis, vous allez au Festival de Cannes aussi. Ah oui, ça c'était vraiment là super, hein. Vous avez fait des soirées à Cannes un peu chaudes. Oui, oui, principalement une, oui. Ah oui. Ah oui. Avec de l'alcool, des pétards et de la cocaïne, Lucienne? Non. J'ai pas cherché la cocaïne, mais c'était une belle soirée en tout cas. Ah oui, d'accord. Vous avez raison. Alors, vous faites aussi la Vogue Fashion Night, déguisée en Lagerfeld. Alors, quand vous voyez Lisa Razou, vous dites, celui-là, j'en ferais bien mon 4 heures. Hein. On regarde.
Carla Bierfeld. Là, vous avez une place forte. Oh, celui-là, tu sais, je m'en ferais bien mon 4 heures, hein. T'es trop grande. Je suis obligée de prendre une échelle, t'es trop grande. C'est un peu drôle, vos histoires, là. Quelles histoires? C'est un peu moche, quoi, tout ça. Christophe Lamar, rebonsoir. Vous êtes né le 16 février 1966 sur le plateau de Creil, dans l'Oise. Votre père est ingénieur chez Schneider Electric, votre mère est directrice d'école en ZEP. Et à l'époque, sur le plateau de Creil, tout le monde bosse à l'usine et travaille dur pour gagner sa croûte. Tout le monde bosse. Idéologie du travail. Au moins le père. Et ils sont bien payés. Petit, vous êtes souvent malade, hein, asthme, infection respiratoire, et le médecin vient souvent à la maison, évidemment, pour vous soigner, et vous en faites votre modèle. À 14 ans, vous entrez dans la protection civile, et à 16 ans, vous devenez pompier volontaire. Et c'est là que vous découvrez l'hôpital, et vous dites, c'est ça mon truc, je ne ferai pas autre chose. C'était compliqué, parce que j'étais pas un très très bon élève. Ouais. Dans les années supérieures, hein. À l'école primaire, ça allait. J'étais un peu dissipé et je me disais, il va falloir que je me calme, que je commence à bosser parce que je sens que je ne saurais rien faire d'autre. Ouais. Alors après le bac, quand vous arrivez à la faculté de médecine de Lille, vous spécialisez en médecine générale et vous dites, je voulais soigner les gens dans leur quotidien, un peu comme ce médecin qui venait chez vous quand vous étiez petit. C'est ça, je voulais faire ce boulot. Alors en 1994, vous vous installez dans le quartier de l'Homelet, à Roubaix-Nord. Alors c'est un quartier terrible parce que la natalité y est la plus élevée, le chômage a son taux le plus haut et l'espérance de vie est la plus courte. Alors vous associez à un médecin du quartier qui vous prévient pour les toxicos, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore le Subutex pour remplacer l'héroïne, hein, et vous vous retrouvez très rapidement en train de vous faire braquer par des junkies qui sont armés d'un couteau, voire d'un tesson de bouteille, quoi. On n'en met pas large, hein, parce qu'un type en manque, il est prêt. Il n'a vraiment pas envie de rigoler. Ah, oui. Ouais. Alors vous achetez un hangar pour y créer une maison médicale avec un kiné, un gynécologue, un orthophoniste. Alors au début, vous fermez à 20h, puis à 22h, puis à minuit. Et un matin, vous sortez, il fait jour. Ouais, voilà. Ouais. Là, je me suis dit, il y a un truc qui ne va plus, là. Ouais. Alors vous voyez une mère alcoolique, par exemple, qui a oublié de changer les couches de son bébé. Le bébé a les fesses en sang, puis il y a les femmes battues. Ça, c'est terrible. Le mari de l'une d'entre elles lui avait cassé la mâchoire à coups de ranger. Et elle va à l'hôpital pour se faire mettre des fils, évidemment, en acier dans la bouche. Mais elle refuse de retourner à l'hôpital pour les enlever. Et c'est vous qui êtes obligé de le faire vous-même, avec une pince coupante, que vous allez chercher dans la boîte à outils de votre voiture, et sans anesthésie. Un bon coup de rouge, c'est tout. Ouais. Son mari finira par lui rouler sur la tête avec sa voiture, quoi. On la voit se trimballer en déambulateur de temps en temps encore. Ah ouais. Il y a aussi l'histoire d'un mec, c'est terrible, qui vous fait un chèque de 6,90 € et qui vous dit, s'il vous plaît, encaissez-le le mois prochain. Ouais. C'est terrible. Moi, je dis vite, Marisol Touraine, faites-nous le tiers payant intégral pour que les travailleurs pauvres puissent se soigner dignement, n'aient pas de retard au diagnostic, pas de perte de chance, puisqu'on n'arrête pas de dire que les gens, il faut les remettre au travail, il faut qu'ils se lèvent le matin. Et ben, ceux qui se sont remis au travail et qui se lèvent le matin ont en fin de mois pas les moyens de se soigner, ni eux ni leurs enfants. Et il vaut mieux être très très pauvre, avoir la CMU pour se soigner, que de bosser dans des métiers durs. Oui, ça incite pas les gens à travailler, parce qu'au-dessus de 700 €, c'est vous qui avancez le pognon pour les toubibs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Celui qui gagne le SMIC, il a le boulot le plus dur, puis en fin de mois, il peut pas se soigner. Alors, au cours des années 2000, vous travaillez 16 heures par jour, et en 2007, une nuit, à minuit passé, partez en arrière, et là, vous commencez à convulser. Et j'étais tellement exténué, tellement au bout du rouleau, qu'après une journée de dingue et les 2 nuits précédentes à presque pas dormir, en hiver, j'ai convulsé. Vous dites, quand on soigne les gens, on oublie la fatigue. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est remarquable.
10 jours plus tard, vous avez repris le service et vous recommencez vos journées de 16 heures. Vous êtes toujours ouvert. Hein. Mon cabinet, c'était la version médicale de l'épicerie arabe. 6 mois plus tard, nouvelle crise d'épilepsie. Et voilà. Ouais. Alors là, vous vous dites, je vais mourir dans mon cabinet. Ouais. Là, vous vous installez au centre-ville, à Roubaix. Ouais. Et vous trouvez des gens pour qui même le hard discount est trop cher. Ouais. Et puis vous découvrez qu'il y a encore plus pauvres que les pauvres, les Roms. Voilà. Ouais. Ah, c'est terrible. Pendant 2 ans, j'ai soigné les Roms. Il y avait un campement Rom quasiment dans le centre-ville de Roubaix, à quelques centaines de mètres de mon cabinet. Moi, je n'avais pas l'habitude. Hein, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait encore en dessous, quoi. Ouais. Il y a des gens qui n'ont rien, mais alors rien du tout. Ouais. Et là c'était compliqué pour les soigner. Compliqué. Vous dites, quand on expulse les Roms, on rase tout au bulldozer, même les cartables des enfants et les médicaments. Ouais. Putain, c'est terrible, ça. Ouais. Alors, ceux qui les aident, ce sont le Secours catholique et la mosquée. C'est quand même la République laïque qui les a virés sur le trottoir. Et ceux qui les ont aidés, c'est les musulmans qui ont amené tout de suite de la bouffe. C'est les imams et les curés. Les imams et les curés, ouais. Tout de suite, ils m'ont appelé, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit on arrive, on débarque. Et vous les hébergez dans votre ancien... Voilà, le cabinet dans lequel j'ai failli mourir. Votre hangar, là. Ouais, que j'ai pas voulu vendre. Alors, l'avenir, vous êtes assez pessimiste quand même, Christophe. Vous avez peur parce que les enfants qui naissent aujourd'hui, ils travaillent pas, mais ils n'ont pas vu leurs parents travailler. Voilà. Et donc, finalement, c'est la perte de la valeur travail, quoi. Vous dites on est parti pour un siècle de pauvreté. Ah ouais, là ouais. Si on fait pas quelque chose très très vite pour récupérer ces gamins qui ont plus la valeur du travail du tout. Bah oui. Et puis qui voient d'autres gosses qui se font 1 000 € par jour en vendant du shit, c'est sûr que là, ça va poser un gros problème. Ça va être compliqué. Oui. Voilà. Vous dites, si les services publics disparaissent de ces quartiers, c'est l'émeute. Les gens, moi je sais, hein, les gens sont sur le fil, hein, vraiment sur le fil, et il suffirait d'une toute petite baisse, il suffirait qu'ils aient un petit peu faim, qu'un de leurs gosses ne puisse pas se soigner et finisse handicapé ou très malade, ou meurt, et là ça pète. Ouais. On n'est pas loin. Et moi j'ai l'impression que le service public saupoudre en fonction de ce fil à pas casser. S'il voit que ça se tend un petit peu, il va saupoudrer un petit peu plus. S'il voit que ça relâche, il attend. Et on joue avec cette limite, en fait. Et ça, c'est très malsain. Dans mon activité, d'abord, la médecine générale, il faut absolument faciliter l'accès aux soins des travailleurs pauvres. Ça, c'est essentiel. C'est ce que veut faire Marisol Touraine. Oui, voilà. Ça, elle a dit aussi, ça se mettra en place en 2017. Oui. Moi, je voudrais qu'elle fasse ça vite. Oui. Parce que c'est une urgence, parce que ça incite pas les autres à bosser, que de voir qu'ils peuvent pas aller chez le médecin. C'est un truc de base. Après, il faut absolument remettre les gens au travail. Même si c'est pas un travail essentiel qui apporte quelque chose à la communauté, il faut absolument que leurs gamins voient que les gens bossent. Qu'ils se lèvent le matin, eux vont à l'école, et le papa ou la maman, ou les deux, vont bosser. Ça, c'est essentiel. Et la deuxième chose, il n'y a que l'école de la République laïque qui peut sortir les gamins de là où ils sont, leur donner l'impression qu'ils ont leur chance et que l'ascenseur social, grâce à l'école, il est encore là. Et là, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ouais. Merci de votre témoignage, docteur. Merci de m'avoir invité. Et voilà, c'était les meilleurs moments de SLT saison 8. Salut les terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.